Normalement, le studio, il est pas dans ce sens-là. Oh! Un rack! Ça vous dit que je vous en parle? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et vous êtes dans mon studio, le Noise Factory Studio. Dans un point un peu différent parce qu'aujourd'hui, avec André, on s'est dit que ce serait cool de vous parler du rack du studio, des éléments principaux en tout cas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit peu ce côté magique, ce côté un peu mythique. Ah ouais, dans les studios, ils ont toujours plein de racks avec plein de matos. Je trouvais ça cool d'en parler pour un peu éventuellement vous inspirer, vous dire ce qui est vraiment cool là-dedans, à quoi moi ça me sert tous les jours, et qu'est-ce qui en gros peut être moins intéressant ou carrément ne sert à rien. Faut pas se mentir, dans certains cas, il y a quand même un petit peu de trucs, ça fait un peu joli, mais on s'en sert pas tous les jours. Je vous parlais de cette partie-là par exemple du rack, qui est très jolie, mais voilà. On voit ça en détail plus loin dans la vidéo. Avant de commencer, je vais faire mon youtubeur professionnel. Vous entendez ça dans toutes les vidéos YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes des pros, donc vous savez. Vous cliquez parce que vous aimez, un petit like quoi. Vous abonnez à la chaîne parce que plein de gens sont pas abonnés et c'est dommage. On essaie de faire un contenu de qualité pour vous aider dans votre vie de tous les jours et vous en profitez pas. Enfin, en tout cas, vous passez à côté des vidéos. Si jamais vous voulez pas vous abonner, sachez que tous les mardis à 18 h, on sort une vidéo qu'on espère inspirante pour vous aider à faire de la musique, comme chacun sait. Et alors, le dernier truc que vous pouvez faire, mais ça, il faut vraiment le faire, c'est aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous rentrez votre petit email et on a des cadeaux pour vous aider. Dedans, il y a un tableau des fréquences, un guide d'achat pour acheter du matos. Bon, il n'y a pas le matos qui est là dans le rack, mais en tout cas, si vous débutez, il y a par où commencer pour débuter. Et aussi tout plein de plugins qu'on peut trouver gratuitement sur le net chez des fabricants très cool, dont certains qu'on utilise tous les jours. Tout ça, vous inscrivez, vous recevez ça. Ceci étant dit, ceci étant fait, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vous présente le rack, les académiciens et académiciennes, les académiciens et académiciennes, le rack. C'est un petit peu le point névralgique, la magie de tout mon son. À peu de choses près. Une grosse partie du son que j'enregistre passe par ici. Je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai pensé ce rack. Ici, on a principalement tout ce qui sert vraiment à la prise de son type préampli. Donc, dans toutes ces machines, à part la dernière, ça j'en parlerai après, et celle-ci, il y a forcément un préampli, et parfois, c'est juste qu'il y a des choses en plus que ce préampli. Donc, c'est vraiment des outils qui me permettent d'enregistrer, de donner une façon de sculpter, de colorer un petit peu le son comme j'aime bien. On va rentrer dans le détail de tout ça. Ici, c'est l'autre partie du rack, où là, on va avoir des choses plus de type compression, EQ, ce qu'on pourrait dire un peu traitement du signal, et puis tout ce qui est effet ici. Alors ça, c'est évidemment ce que j'utilise pour aller chercher des options, choisir des couleurs, mais il n'y a pas que ça. Je n'aurais pas assez d'ailleurs pour travailler dans mes sessions de tous les jours. J'ai une table de mixage en plus, la Mech Angela qui est juste là, pour laquelle j'adore la couleur du préampli, et aussi qui offre des possibilités d'EQ que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est une seule couleur. Ceci m'ouvre toute une série d'options. Et concrètement, chez vous, si vous avez envie de monter du matos et un peu upgrader quelque part une carte son, en général c'est ce qu'on a dans la plupart des studios, avoir quelques-uns de ces préamplis, même peut-être l'un ou l'autre de ceux qui sont ici concrètement, pour être très clairement upgrader votre chaîne sonore sans commencer à investir dans une table de mixage. Alors, si on commence par le premier, c'est un peu celui-là que j'aime en particulier. Je les ai un peu classés par ordre de préférence d'utilisation, et aussi parce que naturellement il se branche directement dans mon studio. Quand on passe par le rack, quand on branche directement dans le studio, ça arrive directement dedans, donc j'ai fait un ordre qui me paraissait un peu logique dans mon utilisation quotidienne, et donc forcément au-dessus j'ai mis un de ceux que j'utilise le plus. Alors, il s'agit d'un Neve 8801. Alors, le Neve 8801, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un channel strip, ou en fait une tranche de console en français. En gros, on prend la belle table Neve, la série 80 qu'il y a chez eux, on retire une de leurs tranches, parce qu'on n'a pas les sous pour acheter toute la table, parce que sinon il faut vendre malheureusement sa grand-mère et le reste de sa famille pour pouvoir se l'acheter, et on met ça dans un rack comme ceci. Donc dessus, et comme je disais tout à l'heure, il y a le préampli, la partie qui permet d'amplifier le signal, et puis il y a tous les autres réglages qu'on trouve sur la table, c'est-à-dire la section de compression, donc le compresseur, l'EQ principalement, et donc ça permet non seulement de donner cette couleur Neve qu'on aime bien. Alors si vous savez pas trop, en gros si vous voulez rentrer plus dans le détail de comment ça sonne, on avait fait une vidéo à l'époque, on était jeune et beau avec André, le lien est dans la description, on parle des grands sons classiques, entre autres Neve, SSL et API.
qui est ici aussi, donc ça vaut la peine d'aller voir cette vidéo. Mais en gros, celui-là, j'utilise quand j'ai envie d'avoir quelque chose qui me permet d'être assez, je dirais, musical, précis. J'aime bien, ça permet de gonfler vraiment un peu les extrêmes, un peu avoir des aigus qui sont fort présents, sans forcément les rendre trop agressifs, des graves un peu, voilà, c'est un peu une façon de survitaminer un peu, enfin d'élargir en tout cas le son, de le rendre un peu plus large et plus grand. Et j'adore la compression et l'EQ qui est dessus, qui permet vraiment d'aller vraiment fort sculpter le son et le mouvement du son. Alors, sur quoi j'utilise ça beaucoup? Parce que je vous cache pas qu'au fur et à mesure des années, j'ai essayé un peu tout sur tout, et il y a des choses qui sont sorties, mais j'ai aussi mes phases, hein. Donc il y a des moments où on aime bien changer, on aime bien tout bousculer. Actuellement, sur quoi j'utilise ça beaucoup? Je l'ai utilisé beaucoup sur les voix, et je reviens encore parfois pas mal dessus, mais moins ces derniers temps. Je l'utilise très souvent sur des tops de caisse claire, j'aime beaucoup sur des batteries, parfois sur des kicks, quand je veux aller lui donner un petit truc extra, aller rechercher un peu plus de brillance, d'attaque, quand je veux gérer juste un tout petit peu la dynamique de ce genre de son. Donc grosse caisse, j'adore. Caisse claire, j'adore. Voix, j'adore. Luxeur, j'adore. Ah oui, oui, j'avais pas la ref là. J'aime bien aussi sur des guitares acoustiques. Souvent, je m'en sers sur des guitares acoustiques. J'aime bien aller rajouter un tout petit peu de brillance ou de haut médium pour donner un peu ce côté un peu précis et défini dans l'aigu et le haut médium des guitares acoustiques. Après, franchement, ça fonctionne surtout. C'est pas donné, franchement, mais c'est très complet. Si je devais en avoir qu'un de tout cela, je pense que je prendrais celui-là parce que j'aime son son et surtout parce qu'il est complet, en fait, c'est surtout ça. Alors, le suivant, c'est aussi un genre de channel strip. Un peu plus simple, vous voyez, il y a moins de réglages. Là, on est sur le LA610 d'Universal Audio. Universal Audio, beaucoup d'entre vous connaissent la marque pour tous leurs petites cartes son, mais à la base, c'est quand même des grands pionniers et des gros classiques du son. Ça, c'est la version MK2 pour les geeks. En gros, je dis que c'est un channel strip parce qu'il y a une partie préampli, pareil, et il y a un peu d'équalisation assez basique dessus et de compression. Celui-là, il est à lampe et il a une fonction beaucoup plus douce et plus naturelle, je dirais. Il est beaucoup moins drastique dans les réglages que celui-ci. Mais du coup, tout ce qui demande un peu de souplesse, tout ce qui est un peu fort, agressif, par exemple, moi je l'utilise énormément sur les voix, j'adore beaucoup sur les voix, là où des voix peuvent être fort sifflantes, agressives, il y a moyen d'arrondir un petit peu dans cette machine-là. Voilà, je rentre pas en détail de les fonctions, mais c'est pour ça que j'utilise le plus. Je kiffe aussi beaucoup ça sur les basses, ça j'ai oublié de vous préciser. Un RE20 sur un ampli basse là-dedans, en général, si on veut un truc un peu rond, chaud et ce genre de choses, ça marche super bien. Actuellement, je l'ai pas essayé, je l'utilise pas sur grand chose d'autre pour le moment. Mais je dois avouer que récemment, c'est un peu mon go-to pour les voix. Vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'il se marie bien à certains micros qui peuvent être un peu définis, aigus, et où certains chants peuvent vite être sifflants, agressifs, certaines voix qui envoient, mélangées par exemple à un de mes U87 ou ce genre de choses, ça c'est cool. Il y a une utilisation que vous pouvez aller voir très précise, c'est la vidéo d'André où il explique comment il a enregistré une voix en détail. Donc il m'a loué très cher cette machine, et donc il explique un peu les différentes fonctions et pourquoi c'est cool, entre autres le choix de l'impédance d'entrée, le fait que c'est cranté pour travailler en temps réel. C'est un peu l'intérêt aussi de toutes ces machines, c'est que ça permet d'avoir directement sous la main la possibilité de sculpter, et particulièrement sur cette machine, quand je fais des prises de voix, le fait de dire ah tiens, maintenant on va faire une voix un petit peu plus douce, plus chuchotée, clac, j'ai un +5, c'est cranté, c'est très facile de retrouver les mêmes réglages, et après c'est un bonheur à mixer derrière parce que tout est un petit peu calé comme il faut, quoi. Machine suivante, on est toujours chez Universal Audio. Alors celle-là, j'aime bien cette machine pour différentes raisons, et vous en parler parce que je trouve que c'est relativement abordable pour du home studio. Je sais qu'il y a pas mal de personnes en home studio qui l'ont et qui sont contents. C'est pas une machine de ouf, en vrai. En fait, à l'intérieur dedans, il y a pas grand chose, mais je trouve que ça fait le taf. Il n'y a pas de magie dans cette boîte, mais on n'est jamais déçu. Enfin, c'est mon avis perso. Ils ont des versions où il y a moyen d'en avoir 4 directement dedans, avec des petits compresseurs. Alors ce que j'aime bien dans celle-là, ici, il y a ces deux machines séparées, ça se vend à l'unité, mais il y a moyen de les racker ensemble. Moi, je les utilise très souvent
quasi exclusivement sur les overheads. Cette fonction qui est très subtile de tube, enfin on peut faire une espèce de blend entre tube, comment ils appellent ça, tube et transistor. Ça permet un tout petit peu, je trouve, d'adoucir. Enfin, j'ai des cymbales qui sont un tout petit peu plus douces et parfois ça rend le côté un peu des batteurs et batteuses un peu sauvages qui frappent. Ça rend le truc un petit peu plus doux. Et en général, j'aime bien passer les overheads dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé pour d'autres choses. Parfois, j'aime bien sur des guitares acoustiques, sur des rooms aussi. Je trouvais que ça marchait pas mal. Et dans ce cas-ci, là, on est plus sur du channel strip. C'est vraiment une entrée, une sortie. Il y a un coup bas, voilà, deux, trois fonctions, mais c'est vraiment là, c'est plutôt le côté préampli et je le privilégie juste plus pour sa couleur sonore. Perso, sur des overheads, mais je sais que des voix, des choses comme préampli relativement abordable, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix malgré tout. Je les trouve assez fiables et stables. J'ai certaines machines, et ça je vais en parler un peu plus loin, parce que c'est chouette les machines, mais ça demande de l'entretien. C'est pas celles qui m'ont posé le plus de problèmes. Voilà. Suivant, Focusrite, tout le monde connaît grâce à sa couleur rouge magique, enfin tout le monde connaît les petites cartons. Alors celui-ci, il a une histoire un peu spécifique pour moi, parce que je l'ai acheté, c'est le tout premier préampli indépendamment de la table de mixage que j'avais. À l'époque, c'était pas cette table de mixage, j'avais une autre table de mixage. Et dès que je voulais avoir la couleur, c'est le premier préampli que j'ai acheté avec celui-là. Pourquoi je l'ai acheté? Pas pour les bonnes raisons. Comme souvent, il y a un aspect émotionnel. Je l'ai acheté à une époque où il y avait beaucoup moins d'informations sur le net. Je parle de ça, c'était dans les débuts des années 2000. Et parce que quand j'ai appris, quand j'ai été à l'école, que j'allais dans des studios, faire des stages, ce genre de choses, ces préamplis-là, on les voyait partout. Cette série-là et la série bleue aussi, beaucoup. Et alors, dans ma tête, un truc stupide, et c'est quelque chose que, à mon avis, vous faites aussi, donc c'est pour ça que je partage ça avec vous, je me suis dit, si un jour j'ai un studio pro, tous les studios pro en ont un, il m'en faut un. Et en fait, j'ai acheté cette machine, qui coûte très cher, franchement très cher, et je savais pas en fait vraiment comment elle sonnait, parce que je l'avais vue tourner dans les studios, mais j'avais jamais mis la main dessus. Mais je me suis dit, si tout le monde l'a, c'est que c'est bon, c'est qu'il m'en faut une. Alors maintenant, concrètement, c'est... donc maintenant, je l'ai depuis très longtemps, une petite vingtaine d'années. Je l'utilise pour un truc, personnellement, mais j'utilise tout le temps. C'est celui que je préfère sur les Charleston. Alors, ça fait très cher, je trouve, le préampli juste Charleston. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Si une de ces machines vous intéresse, que vous comptez acheter du matos, ou en général que vous achetez du matos et que vous voulez nous aider, je vous fais une petite page pub. On a un lien affilié chez Thomann si vous achetez chez Thomann. Le lien est dans la description. Faites-nous plaisir, vous cliquez dessus quand vous devez acheter quelque chose et nous on reçoit un tout petit pourcentage de ce que vous achetez et vous ça vous coûte rien du tout et nous voilà ça nous aide. Donc si vous voulez, si ça se vend encore et qu'il est chez Thomann, ben allez voir chez Thomann, passez par notre lien, on sait jamais, ça peut toujours servir. Mais sinon je sais plus combien ça coûtait, mais on parle de plusieurs milliers d'euros, pas 4-5 000, mais on devait être dans les 2005, 3000, 3005, je sais plus très bien. Bref, un sérieux budget, juste pour mettre sur le Charleston. Et je l'ai utilisé sur plein de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très précis, très hi-fi. C'est un genre de channel strip parce qu'il y a un peu de compression et un coup bas et un petit exciter. Ce qui m'embête avec celui-là, c'est que il donne pas énormément de gain. Donc je peux pas le mettre sur des... Alors il fait pas beaucoup de bruit de fond, mais si je dois aller chercher quelque chose, on sait pas rentrer dedans et donner de la patate. Donc un charlet qui envoie, justement, il a un peu ce fait que quand je le mets sur un charlet, on perd un peu de cette agressivité et le charlet se retrouve comme par magie un tout petit peu plus isolé du reste. Il est moins sensible à aller reprendre des caisses claires et des choses comme ça. Mais alors du coup, ça peut marcher sur des voix, mais il faut des voix où ça envoie quand même déjà un petit peu. Ça peut aller sur des instruments acoustiques, mais globalement, je trouve que ça manque de gain, il manque un peu de pêche et c'est un peu comme si on avait une voiture qui roule bien, qui est correcte, mais quand on appuie sur l'accélérateur, il manque un petit truc. Par contre, pour les charlets, j'adore. Alors, j'ai ce concept de... Voilà, je me suis fait plaisir, je l'ai gardé, je l'ai jamais revendu. Parce que déjà je revends en général jamais rien, mais voilà, c'est la petite histoire derrière le Focusrite numéro 7 et qui reste dans l'absolu quand même un bon préampli. C'est juste que c'est très cher pour ce que c'est et je pense que dans un cas par exemple de home studio, ça a zéro sens d'aller acheter celui-là. Alors ici on a le Rack 500. Pour ceux et celles qui connaissent pas le principe du Rack 500, c'est juste un format qui permet de mettre des petits modules comme ça et on choisit les modules comme on veut. Moi je trouve cette invention géniale et alors ça je trouve que
si je devais maintenant ouvrir un home studio ou si j'avais un petit project studio à la maison, d'office j'irais vers ce genre de choses parce que ça permet une forme de flexibilité. Il faut juste investir dans le rack. Moi j'ai un modèle spécifique, cherchez pas, ça existe plus, c'est un truc un peu spécial. Il en existe plein. Chez Thomann aussi, entre autres, où on peut mettre les petits modules dedans, et toutes les marques un peu bien, et même moins bien parfois, font des modules, et quel que soit le type d'utilisation. Moi j'ai pris des préamplis, mais ici c'est un compresseur, des EQ, voilà, vous pouvez faire un peu du matériel custom en fonction de vos besoins, et ça peut évoluer dans le temps, vous pouvez revendre, acheter, changer. Ça, je trouve que c'est un format qui est excellent. À l'époque, j'ai acheté ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les pré-remplis ici, les 512C de chez API. C'est difficilement vivre sans, ils me servent beaucoup, beaucoup. J'en ai acheté d'abord un, et puis 4, et puis 5, enfin voilà. Si je pouvais, je remplirais le rack de ça. Ce qui est génial chez API, c'est leur rapidité à réagir. C'est quelque chose de très rapide au niveau du respect des transitoires. Et moi, je l'utilise énormément sur la batterie. Parce que tantôt je vous ai dit que j'aimais bien le Neve sur le kick, la snare, mais en général je mets 2 micros sur la snare, 3 micros sur le kick, du coup j'ai pas assez avec mon Neve, et en général je peux passer une grosse partie des autres micros dedans. Là de nouveau c'est que un préampli, donc il n'y a pas vraiment d'autres fonctions, mais c'est très rapide, très punchy, c'est vraiment sur tout ce qui est percu et transitoire, j'adore. Après ça marche sur plein de trucs, hein, sur les guitares électriques, tout ça, mais moi c'est principalement là que je les utilise. Chez API, un préamp comme ça, je sais de nouveau plus combien ça coûte, ça doit être autour des 1000 €, je crois, quelque part par là. On se dit, bah ouais, quand ça a ce prix-là, on a l'impression qu'on achète un truc à vie, c'est le cas, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on met forcément cher que c'est non plus ultra, enfin c'est pas parce qu'il va pas falloir faire d'investissement dessus, c'est comme quand on achète une toute bonne bagnole, bah il y en a certaines qui demandent plus souvent des réparations, mais faut toujours changer les pneus à un moment ou à un autre, c'est inévitable, ou faire le plein, en tout cas moi je vous le conseille. Il y en a certains où je garde les pneus très très longtemps, mais par exemple les API, c'est vrai que c'est ceux où je dois le plus souvent intervenir, et en général la plupart du temps, ce qui déconne, c'est toujours la même chose en réalité, c'est l'ampli opérationnel qui est dedans, chez eux les fameux 2520 qui est un peu la base du son de chez API. J'ai déjà dû en changer quelques-uns, en général c'est toujours ça, et ça commence à créer un bruit de fond. Par contre c'est chiant parce que c'est quand même pas donné, chez eux c'est 150 €, ce qui quand même représente plus ou moins allez, un petit 10% de la machine, c'est un peu plus de la valeur de la machine. À noter, ça c'est truc spécial que pour toi qui suis la chaîne, et tu l'as bien fait. Il y a moyen d'acheter des kits qu'on peut souder soi-même, on peut créer soi-même la pièce qui permet de remplacer l'ampli opérationnel chez Soundsculptor, où là c'est nettement moins cher, c'est 30 balles, mais bon, il faut pouvoir la souder, la monter soi-même. Donc il y a un petit peu de débrouillardise là-dedans. Et en plus c'est une boîte française, donc ce qui ne gâche rien, restons entre francophones. Alors, la pièce suivante, ici, n'a rien à faire dans ce rack parce que c'est un compresseur. Or, le rack des compresseurs est là-bas. Mais celle-ci se met dans un format 500 et c'est mon seul rack 500. Alors, un jour, peut-être que j'aurai un rack 500 avec tous des compresseurs, j'en rêve, avec tous des EQ et refaire des channel strips comme ici, mais custom avec le préampli de mes rêves, l'EQ de mes rêves, le compresseur de mes rêves, et donc pour le moment il est ici. Alors ici nous avons un TK Audio, le BC 501. Alors ça c'est un compresseur type SSL, compresseur de bus stéréo, en général c'est pour ça qu'on l'utilise, et moi c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Actuellement, je ne mixe plus vraiment dans un setup hybride, mais à l'époque où je mixais en hybride, donc encore en utilisant la table pour la sommation, et sur mon bus master, je mettais certains éléments hardware externe, je l'utilisais comme compresseur en mix. Je peux l'utiliser maintenant théoriquement en compression, à la prise de son. J'ai déjà essayé sur des overheads, des choses comme ça, c'est très chouette. Mais en vrai je l'utilise nettement moins. Je l'avais vraiment acheté pour ce concept de mix, voilà. Donc je l'ai gardé. À l'époque je l'avais acheté chez notre ami Jean-Paul Gérard de chez No Hype qui fait les fameux micros, parce qu'il fait aussi un peu d'import de matos. Et voilà, j'avais été acheter ça chez lui et j'en suis très content. C'est juste que pour le moment j'en ai moins l'utilisation. Ce genre de compresseur en prise de son m'intéresse moins. Je préfère les trucs un peu plus péchus. Suivant. Alors celui-là, je l'aime bien et je l'utilise de façon très aléatoire. C'est rigolo, mais c'est le Channel One de chez SPL. À la base, c'est de nouveau un channel strip
qui est un peu plus complet que les autres. Donc il y a la partie préampli, il y a de l'équalisation, même ça reste sommaire. Il y a un DSR, ça c'est ce que j'adore chez lui, il est super efficace ce DSR sur les voix. Donc le DSR c'est un peu ce qui enlève tous les S comme ça que j'ai dans ma voix. Il y a une fonction R aussi qui donne de la brillance et une fonction un peu saturation qui est très légère qui donne du drive dans le son. C'est un préampli à lampe. Alors je l'adore, mais je l'utilise pas beaucoup. Je l'ai kiffé énormément sur les voix. À un moment, je l'utilisais que sur les voix. Et c'était un petit peu comme pour le Universal Audio. Il avait ce côté où il y avait moyen d'arrondir. Le son, un petit peu comme ça, de l'adoucir sur des voix. Mais récemment, je m'en sers un peu moins. De temps en temps, sur des voix où j'ai vraiment trop de S et où je cherche plus de rondeur qu'avec l'Universal Audio, où je peux plus un peu tricher avec les EQ qui permettent vraiment d'enlever fort ce côté trop dur de l'aigu. Je l'aime bien aussi de temps en temps sur les guitares acoustiques, plus rarement, mais j'aime bien cette fonction air bend qu'ils ont. Quand on ouvre, ça donne vraiment de l'air, et sur des guitares acoustiques, parfois c'est chouette quand on veut quelque chose où la guitare a besoin de plus d'espace dans un mix. Mais voilà, super machine. Maintenant, elle a plus cette tête-là. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté aussi à l'époque. C'est parce que quand ils ont changé le modèle, ils faisaient une grosse promo dessus. Moi, je suis toujours un peu... j'essaie toujours de checker les bons plans. Ça, c'est un truc, c'est que c'est chouette ces machines-là, mais comme ça coûte cher, j'essaie toujours d'avoir l'argent et d'attendre le bon moment, le bon truc, voilà. Donc... Maintenant, elle a une tête grise, mais c'est exactement la même chose. Et je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Si quelqu'un devait avoir faire des voix à la maison, quelque chose de rond, de rond, de chaud, un peu suave, je lui conseillerais de pouvoir tester. L'idéal, c'est pas faire comme faire l'andouille comme moi et d'acheter le Focusrite sans savoir comment ça sonne et puis dire c'est pas grave, je le garde parce que je me suis auto-convaincu que c'était le préampli le plus incroyable au monde et que c'est ce que je rêvais depuis des années. Je vous conseille franchement, si vous avez la possibilité, si vous travaillez avec des magasins en confiance ou en ligne, si vous voilà la possibilité d'essayer, parce que c'est évidemment ce que je vous explique, c'est mes goûts à moi, mais c'est propre à chacun, donc faut pouvoir tester. Si vous cherchez quelque chose pour une utilisation bien spécifique, testez, ou si vous avez des connaissances. Voilà. Après, chacun a des avis, hein, voilà. Moi, je vous donne mon avis, mais le mieux, c'est quand même d'essayer, parce que des gens qui vont vous expliquer pourquoi c'est le plus grand. Celui-là, par exemple, c'est le plus grand préampli au monde. C'est juste que eux ils kiffent, voilà. Si vous aimez pas, ben vous allez être déçu de votre achat. Bref, le suivant, le 50-51. Alors lui, c'est une histoire d'haine et d'amour entre lui et moi. Donc comme je vous ai expliqué, je l'ai acheté en même temps que le Focusrite. Pourquoi? Parce que c'était au début de ma carrière. Je devais commencer à faire un projet qui était peut-être un peu plus important et je me suis dit allez, je vais investir, faire des efforts. Ça fait bien dans le studio, je m'étais dit, mais je voulais un autre truc aussi un peu pour colorer et j'avais plus de thunes. Et ça, franchement, à l'époque, sur ce qu'on pouvait trouver sur internet, le rapport qualité-prix était quand même pas mal et j'avais déjà eu l'occasion de voir une de leurs tables, mais qui n'était pas de cette série-là. La table tel audio où il y a toutes les entrées, où il y a une lampe sur chaque entrée. J'avais vu ça dans un studio à Londres où c'était vraiment, vraiment cool. Donc ça m'avait mis un peu en confiance avec la marque. Et donc il me restait assez de thunes pour ça. Je me disais, allez, allons-y. Alors en vrai, je trouve que pour le prix, c'est super chouette. J'adore utiliser ça quand c'est mon truc quand je veux faire des trucs dégueulasses. C'est-à-dire que celui-là, on peut le faire saturer. Très longtemps que j'ai utilisé ça sur des caisses claires, je le faisais driver et j'obtenais des sons de caisses claires beaucoup plus intéressants. Je l'ai mis aussi sur des guitares où j'ai saturé peut-être un peu trop parfois c'est vraiment un truc, voilà, pour salir, un micro-room que je veux compresser à mort et tout ce que j'ai envie de faire de dégueulasse. Les autres, en gros, ils me servent à faire des trucs précis, léchés, plus ouverts, plus définis. Lui, il me permet de faire je trouve qu'il a une tendance naturelle à pouvoir colorer très fortement le son et à le salir, l'altérer. Donc, si c'est pour faire des voix de prise de son classique, ça va pas du tout de mon point de vue. Là où j'ai une petite relation de haine-amour avec lui, déjà je devrais l'utiliser beaucoup plus parce que rien que de réévoquer ça, je me dis, c'est vrai que je pourrais m'en servir beaucoup plus. Parfois j'ai un peu la facilité de toujours chercher le beau, le grand, et avec ça je peux aller chercher beaucoup plus, parfois des trucs beaucoup plus intéressants en réalité. Ce qui m'énerve un petit peu là-dedans, mais je le savais quand je l'avais acheté, il l'avait dit, ils sont pas chers, mais les potards se mettent vite à craquer et tout. Il m'a jamais lâché, il fonctionne depuis longtemps, mais ça craque, c'est une usine à craquage quoi. D'une part, ça m'embête. Bon, ça c'est une chose. Après, je pourrais faire passer mon temps à remplacer tous les potards ou à faire ça par quelqu'un. Là où ça m'embête un peu, c'est que je trouve que ça fait pas professionnel dans un studio. Je suis là avec
les clients. Moi perso je m'en fous, il y a ce côté un peu rock'n'roll, ça fait je sais que ça fait le temps que je tourne le bouton, et puis après que j'ai tourné le son, il le fait plus, évidemment. C'est juste le fait de tourner le truc. Mais je vois bien à la tête des gens que parfois il y en a qui trouvent bizarre. Et parfois, quand mes enceintes vont un peu fort, parce que je peux envoyer un peu dans le studio, ça peut faire beaucoup de bruit. Moi, c'est pas grave, je suis sourd, j'entends plus rien, mais j'ai quand même des artistes qui sont un peu sensibles à ces voilà, donc voilà. Donc, je suis un peu... J'adore son son, enfin, j'adore qu'il me permet de faire, de colorer, de dégoûtant, mais des fois, je l'utilise pas juste parce que ça crache et que c'est pas très sérieux, quoi. Bon, voilà, vous me direz, j'ai qu'à régler le problème, mais c'est vrai. Je vais mettre ça sur la liste 327 des trucs que je dois faire pour le studio. Alors, l'appareil suivant, là, c'est de nouveau, ça c'est spécifique, ça ressemble à un bouton de préampli, c'est pas un préampli, ça n'a rien à voir du tout. J'ai ces machines là depuis très longtemps, et je saurais franchement, on peut vivre sans, hein, mais je m'en sers tellement, parce que je fais énormément de prise de son de batterie. Ça c'est un truc que je fais beaucoup au studio parce que j'ai une infrastructure qui est vraiment cool pour ça. Et ce petit outil là me sert tout le temps. Alors bon, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien, je dis, mais j'explique pas. Donc ça c'est de chez Little Labs, c'est les IBP Junior. Le concept de cette machine, c'est de pouvoir un petit peu essayer d'arranger les problèmes de phase. Évidemment, c'est pas magique. Dans la phase, on sait qu'il n'y a rien de magique, mais la seule option qu'on a habituellement, c'est juste d'avoir un bouton sur nos préamplis, sur nos tables de mixage, qui permettent d'inverser la polarité et donc d'avoir une phase à 180 degrés. Donc c'est la seule option qu'on a en général pour essayer de régler des soucis de phase, indépendamment évidemment de bouger le micro, voilà. Ici, c'est l'idée de se dire, ok, j'essaie de trouver un endroit, le micro, où j'aime bien le son, et ce petit outil va me permettre de créer des rotations de phase, en réalité, à tout ce qui existe entre 0 et 180 degrés. C'est-à-dire que régler de base, là je suis à 0 degré, pas de rotation de phase. Là je suis comme sur le bouton, comme sur nos tables, ce qu'on a actuellement, j'ai mis à 180 degrés, et j'ai tout ce qu'il y a entre les deux. Ça, c'est évidemment la théorie. Ce qui se passe, c'est que dedans, c'est un circuit, comme un circuit d'EQ qui induit des rotations de phase, qui permet de modifier un petit peu la phase, qui dans un EQ, on s'en sert pour ajouter et supprimer dans un EQ analogique certaines fréquences. Sauf que lui, ici, il change pas les fréquences, il a juste cette fonction de rotation de phase. Et c'est un peu, on peut l'orienter globalement un peu sur les graves et les aigus. Il y a un bouton où il dit, bah, moi j'ai envie de travailler plus sur ta plage de fréquences aiguës et graves. Et donc, en gros, moi j'utilise ça énormément et exclusivement maintenant sur des batteries et quasi que sur des grosses caisses et des caisses claires. C'est-à-dire que je mets le micro là où j'ai envie que ça sonne, à un endroit où je sais que ce sera correct, et puis après cet outil me permet comme par magie d'aller redonner de la définition, de la précision, tout simplement en adaptant plus les phases, chose qu'on peut faire après évidemment dans son DAW. On peut faire des décalages temporels, ce genre de choses, il existe différentes machines qui permettent de faire ça, mais le fait de le faire à la prise de son, et parfois rien que de mettre cette machine, alors je sais pas quel est tout le voodoo derrière, parce que voilà, mais parfois rien que de l'insérer et de le mettre juste de base, déjà ça améliore ça de base sans même vraiment fort tourner le bouton, et déjà il se passe un truc. Et je dois avouer que c'est un peu un de mes secrets, répéter à personne, que c'est un de mes secrets pour avoir du punch dans mes batteries, et le fait de le faire directement à la prise de son et de pouvoir l'avoir à l'écoute, bah c'est comme pour tout l'intérêt d'avoir du matériel hardware, c'est de pouvoir faire les décisions, sculpter le son, avoir quelque chose qui sonne, qui donne le sourire et la patate aux artistes qui sont en train d'enregistrer, et c'est tout des choses que si moi je fais et que je ne m'occupe pas du mix, bah, le mixeur il va être content parce que j'aurais fait une partie de son travail en réalité. Et cette machine là, c'est un truc que je trouve qu'on voit pas souvent, je trouve qu'il mériterait plus d'être mis en avant. J'ai eu à un moment, Universal Audio faisait une version plugin que je trouvais marchait pas aussi bien que je l'ai plus essayé, c'était il y a très longtemps, et depuis je l'ai plus, mais à l'époque je trouvais ça, je trouve que ça faisait pas la même chose que ce que faisait la machine. Voilà, il existe une version plus poussée où il y a un peu plus de réglages, on peut faire du reamping et tout avec. À une époque, j'utilisais ça aussi beaucoup sur les amplis guitare, quand on veut vraiment mettre des micros à différents endroits. Moi, j'ai réglé le problème parce qu'avec les grosses saturations, je trouve que c'est quand même toujours difficile de gérer la phase, donc je préfère mettre des micros à des endroits où je sais que ça va fonctionner plutôt que de commencer à m'arracher les cheveux. C'est juste personnel, mais il y a quelques fois aussi où je fais des guitares acoustiques où je mets un micro, même quand je l'éloigne quand même relativement loin, que je prends quelque chose d'un peu plus proche et un peu plus naturel, ça
et que j'ai quand même un petit truc là sur les guitares acoustiques, ça peut vite parfois il peut vite y avoir ce petit truc qui est un peu gênant, qui donne du flou ou qui manque, qui casse un peu les transitoires et l'aspect percussif de l'instrument. Ça peut venir en aide, mais moi, il n'y a pas une session de batterie de ces 15 dernières années où j'ai pas mis ça sur les grosses caisses et les casquettes. Quand je dis sur les grosses caisses et les casquettes, c'est parce que j'utilise plusieurs micros, évidemment. Donc il y a un micro en général qui, moi, est le micro externe qui me sert de référence, et c'est les micros que je mets dans la grosse caisse et le sub qui vont passer dans ces machines pour que je me recale un petit peu, que ça sonne avec mon micro externe. Et la caisse claire, bah, c'est juste le micro en dessous par rapport au micro au-dessus. Il y a une époque où je mettais 2 micros sur le top, ben du coup là j'avais besoin de 2, c'est pour ça que j'en ai 4 en fait à la base. Puis 4, ben, ça permet de les racker en fait. Alors, deuxième partie du rack, l'autre côté là où j'ai rangé ben, tout ce qui est traitement du son, on va dire tout ce qui est traitement du signal indépendamment du préampli en fait d'une certaine façon. C'est-à-dire là j'ai de la compression, bon ça c'est un accordeur, ça c'est peut-être paradoxalement, c'est peut-être un des trucs que j'utilise le plus dans ce rack en fait, parce que bah, les guitares, les basses, tout ça, ça doit être accordé et j'essaie que cet accordeur soit branché en permanence pendant toutes les sessions, tout le temps. Et ça peut paraître ridicule, mais c'est peut-être l'investissement le moins cher de tout le rack et peut-être qui me sert le plus et qui est le plus important pour quelque chose qui sonne bien. André avait fait il y a longtemps une vidéo, je trouve, qui a été sous-estimée sur l'accordage de la guitare, l'important c'est comment l'accorder. Je pense que tout le monde devrait la regarder parce que c'est quelque chose que je réexplique à toutes les sessions. Donc c'est que tout le monde n'a pas été voir cette vidéo, donc je mets le lien dans la description. Si vous jouez de la guitare, allez voir ça parce que c'est un des grands secrets d'un bon son de guitare avant même d'avoir mis un micro devant son ampli. Ou devant sa guitare. Ensuite, ici, bah, c'est 3 compresseurs de la marque FMR Audio. Alors, celui-là, je le connaissais bien. En fait, j'ai eu l'occasion d'acheter les 3 d'un coup. Donc, c'est au moment où j'ai acheté la table, je voulais passer dans un setup plus analogique. Je me suis fait un petit délire il y a un peu moins de 10 ans maintenant, où je me suis dit, ok, je vais un peu étoffer l'aspect analogique du studio, peut-être même dans une optique de mix, que j'ai fait un temps et puis pour finir, j'ai complètement abandonné. En toute honnêteté. Ces compresseurs-là, je connaissais bien celui-là parce que j'avais un producteur qui venait souvent enregistrer au studio, je l'avais vu utilisé sur des voix, je trouve ça très cool, mais en gros, le concept des 3 sont des compresseurs qui ont des couleurs différentes, qui sont, en général, ces compresseurs sont pas très chers, mais qui fonctionnent bien pour le prix. Certains aiment bien, certains aiment pas. En général, j'utilise peu de compression à la prise. Quand j'utilise de la compression, souvent je suis dans les parties qu'on a vues avant, et j'ai rarement besoin de plus. Je dois avouer que j'utilise beaucoup les DBX 160, donc du coup les FMR audio, c'est de façon très ponctuelle. C'est parce que j'ai eu l'occasion de les acheter. Bon, alors il y a un deuxième facteur que je me dois d'expliquer. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le patch, dans laquelle j'expliquais à quoi servait un patch, mais aussi je l'ai faite parce que en réalité j'ai refait tout le patch du studio il y a une petite année maintenant, et avant d'avoir fait ce patch, en toute transparence, ces trucs sont restés dans ce rack là sans être faciles d'accès, puisqu'ils étaient pas au patch, et donc je m'en servais pas. Donc du coup, c'est vrai que autant ce rack là, tout ce qu'il y a dedans, je m'en sers depuis tout le temps. Ce qu'il y a ici a beaucoup moins servi, j'ai un peu appris à faire sans, et je les mets de façon plus ponctuelle. En fait, je m'en sers plus spontanément quand j'ai besoin de régler un souci, que comme une habitude où c'est pas rentré dans mes chaînes toute faite naturelle. C'est plutôt un moment où je me dis, il me manque un truc, là j'ai besoin de gérer la dynamique, et c'est à ce moment-là que je réfléchis. Je vais souvent sur les DBX 160, mais voilà, ceux-là sont cool. Je vais pas en parler en long, en large, parce que j'estime que je les ai pas encore assez utilisés que pour vraiment en parler, mais ceux-là j'ai déjà essayé sur la voix, c'est très cool. Ça j'ai déjà utilisé sur de la basse, c'est sympa, parce que j'avais vu que c'était bien pour ça. En fait, j'ai été spontanément là où j'avais vu que ces machines étaient utilisées et servaient, mais j'ai pas plus d'avis que personnel à donner que ça, donc je préfère me taire plutôt que dire des conneries. Suivant, c'est les DBX 160X, ça c'est un grand classique. Ça je m'en sers, alors de nouveau, ben je m'en sers plus depuis que je les ai mis dans le rack, parce que ceux-là je les avais achetés, ça faisait longtemps que je voulais les acheter de mémoire. En fait, j'en avais utilisé des similaires du temps de
de mes études. On avait ça à l'école et j'aimais bien parce que je les trouvais rapides, efficaces. Ça permettait de garder le punch un peu sur des basses et des percussions. En tout cas, c'était l'impression que j'avais à l'époque. J'avais envie de retrouver des versions équivalentes. Donc les X sont des modèles plus anciens. Et j'attendais de trouver une bonne occasion qui passe par là. Et j'avais envie d'en avoir une paire. Donc voilà. Et donc c'est des modèles qui existent plus, mais on peut trouver, DBX fait encore des modèles, des 160, mais très honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont encore comme modèle. Il y a des équivalents, mais ça sonne pas tout à fait de la même façon, donc voilà, à tester pour ceux que ça intéresse. Ensuite, ici en dessous, alors là, c'est plus des compresseurs, on est sur des EQ. Là, on est chez Warm Audio, donc pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui fait des clones. Là, on est sur une copie des fameux Pultec. On a une vidéo sur le sujet, sur la version plugin, où on explique en long et en large la spécificité de cet EQ qui est un EQ à lampe, à l'ancienne, voilà, avec ça, le fameux cut et boost. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir ça sur la chaîne, le lien dans la description. En gros, c'est un EQ lampe. Moi, j'aime bien parfois, à l'époque de nouveau, j'avais acheté, c'est quand principalement je mixais en hybride, c'était pour mettre ça sur mon Busmaster. En fait, actuellement, en mix, j'utilise l'équivalent en plugin, comme pour le TK Audio. Mais maintenant, ça peut m'arriver, si j'ai envie de donner vraiment de l'air extra, quelque chose de très ouvert à un son, ou à quelque chose de fat et de la rondeur dans les basses. Par exemple, si j'ai une caisse claire qui sonne un peu pink, qui manque un peu de corps, et que même en la réglant, on n'arrive pas à aller chercher, j'aime bien utiliser ça. Sur des guitares qu'on veut un peu rock, un peu chaude, ou qu'on veut un peu donner un peu plus de caractère et de couleur, c'est des EQ qui permettent tout de suite c'est une boîte qui permet de donner de la rondeur, de la chaleur et de l'ouverture. Je trouve que ça marche très bien dans les extrêmes. Enfin, c'est un peu le but en fait de cette machine. Maintenant, de nouveau, je m'en sers pas énormément. Tout ce qui est dans ce truc là, je m'en sers pas énormément. Et maintenant, la partie qui va aller beaucoup plus vite, c'est toute cette partie-ci. Là, on a de la reverb, on a de la modulation, chorus, enfin, on a vraiment tous des effets plutôt de modulation intemporelle, en gros, des délais. Ça date d'une autre époque de l'existence du studio et de ma carrière. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à mixer, l'aspect DAW était quand même rudimentaire ou inaccessible, enfin, dans le sens où c'était très cher. Et je mixais encore vraiment, je mixais vraiment à l'ancienne dans mes tout débuts. Quand j'ai vraiment commencé, j'avais pas un enregistreur à bande, quand même, je suis pas si vieux que ça, mais pas loin. C'était plutôt un enregistreur digital. J'avais 16 pistes, donc comment s'appelaient ces machines? J'avais 2 Fostex, les D quelque chose, je crois des D... Même pas ça, c'était sur disque dur quand même. Les D, je crois que j'avais un D90 et un D180, je me souviens plus très bien. Et paradoxalement, je crois que je dois encore avoir ces machines-là quelque part dans l'archive. Alors je vous dis que je ne revends pas et que je suis... Voilà. Mais donc en gros, j'avais 16 pistes qui tournaient sur des machines digitales disque dur. J'avais une table analogique, mais très vite j'ai investi dans une digitale. À l'époque, c'était l'ère où le digital commençait à se développer, offrait quand même pas mal de possibilités et plus de fonctions, surtout moi qui débutais, où c'était dans un petit studio professionnel, gros home studio, à cette époque-là, je considérais ça comme ça. Dans la table, j'avais beaucoup d'EQ, mais du coup, j'avais de quoi enregistrer mes pistes, de quoi les mélanger, de quoi faire des EQ, de la compression dans la table, mais c'est tout. C'est-à-dire que si je voulais mettre une reverb, ce genre de choses, ben j'avais pas. Et donc c'est à ce moment-là que forcément j'ai dû acheter des choses externes, et ça date un peu de cette époque-là. Un tout petit peu moins pour les effets Line 6, mais principalement pour la Lexicon. L'autre Lexicon, c'était les reverbs que je kiffais le plus à l'époque, et de nouveau c'est celle qu'on retrouvait partout, enfin, dans les années 90, c'était 90-90, c'était voilà, on retrouvait les 480, ce genre de choses, on retrouvait ça dans tous les studios, puis TC Electronics s'est imposé aussi un peu au même niveau après. Donc ça date de cette époque-là, et actuellement je m'en sers plus jamais. Après j'ai eu même mon premier Pro Tools, j'ai commencé à mettre des reverbs dedans, malgré tout ça. À l'époque, c'était quand même compliqué parce que les reverbs, c'est ce qui utilisait beaucoup de ressources, donc c'était compliqué, je pouvais pas en mettre de trop. Mais j'ai commencé là, puis jusqu'au moment, évidemment, où le DAW a remplacé tout ça, et en définitive, ce qui est dans le DAW sonne aussi bien, si pas mieux maintenant, avec plus de possibilités, plus d'options, et de façon beaucoup moins onéreuse. Donc, c'est des machines qui sont très cool,
mais je n'ai plus vraiment l'utilité. Après, c'est très joli pendant les vidéos AGS, on peut les allumer, ça fait un peu sapin de Noël, c'est chouette. Je dois avouer que j'ai une petite, encore quand même un petit peu de nostalgie pour les Line 6. Eux, je les avais achetés à l'époque plus où je jouais de la guitare et je faisais des sons bizarroïdes. Comme je suis pas un grand technicien de la guitare, je savais pas faire de solo, mais comme je connaissais des choses dans le son, bah, je branchais ça et ça faisait des solos pour moi tout seul en faisant des sons, des trucs, waouh, des trucs de fou. Je pouvais les contrôler et tout, j'avais tout fait. Là, un bon geek à l'époque, tout en MIDI, voilà. Malgré tout, il y a des trucs qu'on peut faire à la prise avec qui sont quand même cool. Le Filter Pro, malgré tout, c'est un truc où de temps en temps, s'il y a un son de clavier, un truc, on veut faire un peu fun, on manque d'inspiration, bah, toutes les boîtes et les effets qui sont dedans sont quand même cool. Et surtout, on peut travailler dessus en temps réel, il y a quand même un concept différent qui est très chouette. Si je faisais beaucoup plus de synthé, par exemple, ou si je faisais plus de travail de design sonore, c'est quand même des outils qui sont créatifs, qui sont vraiment cool. Ça, très franchement, bah, c'est parce que je les aime bien, elles sont là, elles sont chouettes, je me dis que de temps en temps, quand quelqu'un me loue le studio, il aura peut-être envie de les utiliser. Elles font partie de l'histoire du studio, donc je les garde plus, c'est plus mon mini musée à moi et mon mini souvenir de mes débuts qu'autre chose, mais en vrai, pour quelqu'un qui a un home studio maintenant, ça a zéro intérêt, quoi. Plus personne n'utilise ça, je veux dire, même en live ou quoi, tout est dans les tables maintenant, quelques cas de figure de nostalgiques ou des gens qui aimaient vraiment bien ces machines-là, quoi. Donc, en gros, ça fait le tour du matos, comme ça, bah, pour les quelques fans et quelques geeks d'entre vous qui étaient intéressés, qui nous avaient déjà plein de fois posé la question, et voilà. J'espère aussi, en tout cas, que tous les autres qui auront regardé jusqu'ici, ben, pourront peut-être s'inspirer pour des machines chez eux, et surtout, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que c'est cool, le hardware, mais il y a une part d'un peu mythique et mystique dans la chose. Donc ça reste des outils, c'est important. Bon, moi évidemment, je m'en sers tous les jours, donc ça justifie plus de faire certains investissements, parce que j'ai besoin de choses peut-être plus fiables, qui tournent mieux, qui me permettent peut-être plus d'options. Mais il faut pas oublier que ça reste des outils. Moi, c'est un peu mon avis, c'est ce que j'ai voulu faire ressentir par rapport à certaines choses. Si on fait l'analogie avec le bricolage, le but c'est quand même de fixer un tableau au mur, donc c'est cool d'avoir une super perceuse qui a 3 accus de recharge avec plein d'options, qui peut faire des trous de 0,8, 0,85, 0, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que en définitive ça fasse un trou, que le trou soit suffisamment bon et pas trop de traviole pour qu'on puisse mettre dedans, et surtout que notre cadre tienne au mur. Donc il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. C'est peut-être plus fun, c'est peut-être plus joli de baver sur les belles grosses... on a une chaîne de bricolage ou une chaîne de son, je sais plus en fait. Voilà, en définitive, ça reste jamais que des outils. Donc le plus important, c'est quand même d'apprendre à s'en servir, ce qu'on en fait, et puis le plus important surtout, c'est de faire de la musique.